hétérogène, avec des niveaux de connaissances sur les mobilités plus ou moins avancés ou évolués. Et donc, il va falloir que je fasse en sorte de ne pas vous perdre. Donc, le résultat du sondage peut mieux faire et on va essayer de mieux faire. Alors ensuite, la question qui avait été posée par de nombreux d'entre vous était, mais en gros, c'est quoi les apports de BMA par rapport au plan de mobilité? Et là, j'ai essayé à travers cette diapo de vous expliquer en 4 points quels étaient les apports de BMA par rapport à un plan de mobilité, je ne vais pas dire classique, mais tel qu'il se pratique aujourd'hui. Le premier apport, c'est que nous agissons sur la totalité des mobilités générées par l'entreprise en lien avec sa performance et son agilité. Le deuxième point, on va chercher à développer une compétence pour manager des ressources de mobilité au niveau de l'entreprise, de manière à ce que cette mobilité, qui est un facteur clé dans l'organisation et le déroulement des activités, puisse se dérouler considérablement bien. Le troisième point, c'est de considérer que le plan de mobilité est véritablement un instrument de mise en œuvre et d'évaluation d'une politique de mobilité de l'entreprise. Et puis le quatrième apport, c'est qu'on a formalisé une ingénierie d'intervention issue d'expérience, et c'est ce que l'on vous propose donc aujourd'hui de présenter. Alors, je vais rapidement rentrer dans la plateforme. La fois dernière, la plateforme, en fait, elle était complètement statique puisque c'est des copies d'écran. Là, je vais faire une tentative de vous montrer comment on l'utilise. Et cette plateforme d'intermédiation, en fait, on l'utilise en entreprise pour aider précisément l'entreprise à comprendre le lien entre ce qu'elle fait au quotidien et les mobilités qu'elle génère, en sachant que ces mobilités prennent plusieurs formes. Ce sont des déplacements, bien entendu, mais c'est aussi des liens numériques. Et le meilleur exemple, c'est aujourd'hui, puisque sans nous déplacer physiquement, on arrive à travailler ensemble collectivement. Donc cette plateforme, elle suit un cheminement. Elle est construite, comme vous le verrez, autour de modules. Chaque module a des jeux de questions. Ces jeux de questions, ce sont les gens dans l'entreprise qui y répondent. Pour faciliter l'interprétation des réponses, on a préposé des écrans de synthèse. Et par des itérations successives, on arrive à comprendre la mobilité et les activités et progressivement à définir des pistes d'évolution. Alors, je vais maintenant me connecter donc à cette plateforme. Alors, préalablement à cette connexion, on vous a mis dans la salle un plan de mobilité fictif que vous pourrez consulter. En fait, c'est un plan qui est le résultat du travail d'investigation qui a été fait à partir de la plateforme. Et ce plan de mobilité, tel qu'il est écrit, vous verrez, il reprend globalement un ensemble d'éléments qui permet de faire l'état des lieux sur les activités, les mobilités. Et puis, dans ce plan de mobilité prototype, vous y verrez également la déclinaison sur ce que peut être la politique pendulaire de l'entreprise Ouest Crédit Expansion. Alors, pour pouvoir arriver à ce résultat donc d'un plan de mobilité écrit, donc la plateforme, elle est organisée donc autour, comme je vous le disais, d'un certain nombre de modules. Le premier point de la démarche, ça consiste bien à analyser les activités. Le deuxième point, une fois qu'on a analysé les activités, c'est de repérer les mobilités à travers des actions, des activités productives, mais également à travers des problématiques pendulaires, mais également les mobilités liées à des services supports ou les problématiques de mobilité qu'on va appeler de type RSE, mais ça peut aussi concerner les clients et les fournisseurs. Et c'est cette deuxième étape, ce deuxième chapitre qui est le plus long, puisqu'il s'agit pour l'entreprise de faire un zoom précis sur ce qu'elle génère comme déplacement, de manière éventuellement à les éviter ou mieux à les optimiser. Cette investigation devant aboutir à la construction d'un plan d'action pour impulser la transformation. Alors si je prends rapidement le premier chapitre, analyser vos activités, le but de ce premier chapitre, c'est de faire un état des lieux, un peu panoramique sur ce qu'est l'entreprise, sa carte d'identité, son portefeuille d'activités,
les instances dirigeantes et les services supports qui lui permettent de fonctionner. Et puis, il y a un grand E là qui s'appelle comprendre l'activité des mobilités de cette entreprise. Autrement dit, c'est comment elle est organisée aujourd'hui. Alors, si je rentre sur l'onglet, par exemple, carte d'identité de l'entreprise, on pose quelques questions. Vous voyez, ça prend la forme d'un chat. Quel est le métier de l'entreprise? Les gens répondent, crédit bancaire et assurance. Quels sont les principaux marchés? Les gens indiquent les principaux marchés de l'entreprise. Quel est l'effectif? Quel est le chiffre d'affaires? Est-ce que cette entreprise exporte ou pas? Sur combien de sites elle est? Et puis, enfin, on va essayer de comprendre des activités qui génèrent du chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise. Et une fois qu'on a répondu à ces quelques questions, l'intérêt, c'est qu'on produit un écran de synthèse, et c'est cet écran de synthèse qui permet de dire au groupe qui remplit le questionnaire, ouais, on est bien d'accord, hein, notre entreprise a bien un métier de crédit bancaire et d'assurance, et puis ça permet une première appropriation collective d'un résultat qui va être de plus en plus fin au niveau de la plateforme, puisque une fois qu'on a s'est mis d'accord sur la carte d'identité, on va rentrer un peu plus en profondeur en essayant de comprendre quel est le portefeuille des activités de l'entreprise. Et pour chaque activité qui génère du chiffre d'affaires, on va poser des questions en termes de mais quel est le chiffre d'affaires, combien de salariés, et puis on va essayer de poser des questions sur comment est positionnée l'activité sur le marché et quelle est sur ce marché la valeur différenciative de l'entreprise. Et une fois qu'on a fait tout ça, ça nous permet d'avoir un positionnement des activités sur ce qu'on va appeler l'axe de vie de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que les activités qui sont en croissance n'auront pas les mêmes besoins de mobilité que des activités plutôt en déclin, voire des activités plutôt en émergence, voire des activités qui sont plutôt à maturité. Là, ça va nous permettre de commencer un petit peu à serrer des priorités. Et puis, je continue sur les instances dirigeantes. Et au niveau des instances dirigeantes, il y a des instances dirigeantes qui sont salariées. Et là, se pose la question de quelles sont leurs activités. Mais assez rapidement, on pose aussi des questions sur mais vous faites combien de kilomètres dans une année? Et puis, quand les gens ne savent pas répondre, en fait, pour ne pas bloquer le questionnement, vous voyez, on suggère des échelles. Et en fait, la plateforme ne veut pas bloquer les gens dans leurs réponses, et c'est pour ça qu'elle propose souvent, non pas des approximations, mais des échelles, parce que le but, c'est de produire un raisonnement, notamment pour faire cet état des lieux. Et donc, rapidement, là, on voit que ces dirigeants font des kilomètres plutôt d'origine nationale. Et puis, dans des entreprises, il y a aussi des dirigeants non salariés, il ne faut pas les oublier. Et puis, certaines entreprises appartiennent à des groupes. Et selon l'appartenance à un groupe, des activités de contrôle ou des activités support du groupe à la filiale va également générer beaucoup de mobilité. Et là, mine de rien, on vient de passer en revue la mobilité des dirigeants. Et puis, si je vais un peu plus loin, on va ensuite inventorier les services supports et on va reproduire à peu près la même opération. C'est-à-dire qu'on va, pour chacun des services supports, essayer de reconstituer les effectifs, les missions, et puis les déplacements, de manière à arriver, vous voyez, à une espèce de tableau de synthèse qui permet de dire, OK, voilà, ces services supports en nombre de 7 ou 8 ou 10, ça fait des kilomètres, mais surtout, ces kilomètres, on a essayé de les traduire en équivalent temps plein, de manière à donner la mesure précisément de ce que représente la mobilité. Et puis, enfin, toujours dans ce chapitre, en fait, état des lieux, on va tenter, comme dans un plan de mobilité classique, de situer l'entreprise dans son bassin de vie, en essayant d'évaluer les infrastructures, les problèmes de congestion, bref, l'environnement, si vous voulez, de mobilité de cette entreprise, pour progressivement déterminer comment cette entreprise gère ses déplacements professionnels, comment cette entreprise
évalue les kilomètres qu'elle parcourt dans une année, etc., etc. Et en parallèle de ces questions, vous avez le plan de mobilité qui se fabrique progressivement, puisque quand on reprend par exemple le chapitre 1, au niveau de la carte d'identité, vous voyez, la carte d'identité, la partie grise, c'est cette partie grise en fait qui a été renseignée par la base. Et là, plutôt que de mettre des diapositives, on explique par quelques phrases que Ouest Crédit Expansion, qui a pour métier le crédit bancaire et l'assurance, qui est localisé à Ploumilliau dans les Côtes-d'Armor, se déploie sur 10 sites, que ces marchés sont les particuliers et les entreprises, qu'elle dispose de 400 salariés, avec des activités qui sont répertoriées. Et puis, ce plan de mobilité permet de dire également, voilà l'axe de vie de l'entreprise et voilà comment on a coté les différents secteurs. Et on continue sur les instances dirigeantes. Et là, on explique que les instances dirigeantes, ils font peut-être 50 000 km dans une année, ce qui représente 0,16 équivalent temps plein. Pour les dirigeants non salariés, on précise là aussi les activités. On fait le lien avec les groupes pour progressivement ensuite rentrer chez les services supports, où chaque service support a été analysé en termes d'activité et de premier niveau de mobilité, pour ensuite avoir une reconstitution de la manière dont est organisée l'entreprise en matière de mobilité. Et si vous voulez, chaque module est en lien avec la plateforme, et si je modifie un élément de la plateforme, il sera directement impacté au niveau donc, de ce plan de mobilité. Et donc, le document que nous avons mis en PDF sur la salle, en fait, c'est l'extraction de ce plan, en sachant qu'on l'a encore plus synthétisé, puisque pour faciliter le travail des gens dans l'élaboration d'un plan de mobilité, par exemple, vous voyez cette partie un peu introductive du module E, avec les enjeux, dans le plan de mobilité tel qu'on vous l'a mis sur la salle, ces commentaires n'existent plus, puisque l'objectif, c'est d'aller à peu près à l'essentiel. Donc voilà comment une première approche donc de la plateforme. Si on va un peu plus loin, donc on arrive à fabriquer ce plan de mobilité. On a un mode d'élaboration qui est par itération. Et puis, cette itération, ça permet de partir d'un recueil de données pour en faire une analyse multifactorielle qui nous permette d'élaborer progressivement des pistes. Et concernant, par exemple, ces pistes, si je me remets dans la partie plateforme, je retourne à plan du parcours. Pour élaborer des pistes, une fois qu'on a fait cet état des lieux des mobilités au regard des activités, on se penche par exemple sur la question du pendulaire. Et au niveau du pendulaire, on ouvre un chapitre et on va tenter avec l'entreprise de faire un état des lieux en fait, de comment est organisée la mobilité pendulaire des salariés. Et on pose des questions pour savoir un petit peu comment c'est organisé. Et puis, une fois qu'on a répondu à ces questions, on a un écran de synthèse qui permet de dire aujourd'hui, les salariés parcourent effectivement plus de 50 km, ça leur prend plus de 40 minutes. Il y a une politique qui est à peine ébauchée, avec des actions qui sont assez limitées, et la situation est préoccupante. Alors, ça, il ne s'agit pas d'un diagnostic, mais il s'agit tout simplement, dans le jeu des questions et des réponses, d'interpeller l'entreprise sur peut-être quelques limites de son plan de mobilité pendulaire. Et puis, une fois qu'on a eu cette approche panoramique, on va rentrer un peu plus dans le détail en demandant à l'entreprise de repréciser quelles sont ses priorités en matière de déplacement pendulaire. Et puis, une fois que ces priorités ont été posées, on va tenter, si vous voulez, là aussi, par des questions simples, de voir quelles sont l'adéquation de ces priorités par rapport à l'intérêt, d'une part, des salariés de l'entreprise, pour tenter de voir s'il y a une corrélation entre
une priorité posée comme importante par l'entreprise et s'assurer que cette priorité est aussi importante pour les salariés. Et au fur et à mesure que l'on avance, on arrive à produire ce type de synthèse en disant, ben voilà, on reprend les priorités de l'entreprise, on reprend les effectifs concernés par ces priorités, on a pointé quel était le degré d'urgence de ces priorités et on essaye de mettre en parallèle, si vous voulez, les bénéfices attendus pour les salariés, pour l'entreprise. Et quand on n'a pas forcément une cohérence entre les bénéfices des uns et des autres, on peut s'attendre à ce que ces priorités aient quelques difficultés pour être mises en œuvre. Alors, comme une priorité, ce n'est pas forcément des actions, on reprend ensuite les actions telles qu'elles sont engagées par l'entreprise. Et puis, comme pour tout à l'heure, ces actions, on va les coter en disant, par exemple, cette action qui s'appelle inciter au covoiturage, à quelle priorité elle répond, et puis comment les personnes jugent son efficacité, et est-ce qu'on peut éventuellement, en fonction des réponses, vous voyez, des échelles, on va demander si on peut lister les raisons qui expliquent comment cette non-réussite, en l'occurrence, et puis en essayant également de formuler des diagnostics. Et puis, une fois qu'on a pointé tout ça, on arrive à ce type d'écran de synthèse en disant ben, j'ai bien deux actions qui répondent à telle ou telle priorité fixée par l'entreprise, avec des niveaux d'adéquation qui ne sont pas forcément bons aujourd'hui, et on tente d'expliquer pourquoi, justement, il y a un décalage entre la priorité et les actions. Alors, quand je dis on tente, c'est bien les salariés, c'est bien l'entreprise qui se donne les moyens d'expliquer face à ce type de décalage, comment on l'explique. Alors, une fois qu'on a déterminé en fait cet état des lieux en matière de politique pendulaire, la plateforme propose ce qu'on appelle des cartes à jouer en disant elle est ce qu'elle est, cette politique, mais si on devait la consolider, si on devait aller un peu plus loin, comment s'y prendrait-on? Et ce qu'on propose, c'est de repartir, vous voyez, d'une activité précise de l'entreprise. Là, on a pris crédit aux particuliers. Et les crédits aux particuliers, c'est un effectif de 200 personnes. Et on sait que ces 200 personnes, elles n'occupent pas le même poste de travail. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et vous avez des gens qui sont là à travailler et qui doivent arriver à des horaires précis parce qu'il y a une accueil à assurer, il y a une machine à faire fonctionner. Et ces personnes n'auront pas les mêmes attitudes ou latitudes pour leur déplacement domicile-travail s'ils doivent être là à 5 minutes près, voire à 1 minute près. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour les salariés qui peuvent bénéficier de plages horaires, par exemple, d'une demi-heure. En fait, l'entreprise indique par commodité de fonctionnement que les gens peuvent arriver entre 8h et 9h. Et là, on n'aura pas non plus les mêmes latitudes, les mêmes flexibilités pour coélaborer des réponses pour améliorer le pendulaire. Et puis, vous avez également des gens dans l'effectif de 200 personnes qui sont, en fait, qui peuvent travailler indépendamment du lieu de travail. Et pour chaque situation, on va ce qu'on appelle jouer des cartes qui relèvent soit de l'organisation du travail, soit des mesures relatives au mode de déplacement. Et pour chaque carte, par exemple, pour la situation 1, on parvient d'ajuster les horaires d'arrivée ou de départ. On fait un état des lieux en disant mais est-ce que c'est déjà réalisé? Quelle est l'efficacité? Y a-t-il des marges de progression? Comment on évalue cette marge de progression? Et là, on va commencer à côté où il y a des minutes en disant mais peut-être qu'on pourrait, en l'occurrence ici, proposer aux salariés d'arriver dans une échelle de 30 minutes avant, 30 minutes après, en indiquant que ça peut concerner peut-être la moitié de l'effectif. Et on va commencer à estimer si cette mesure de 30 minutes permet d'avoir des gains de temps sur les déplacements quotidiens, en essayant d'apprécier si cette mesure pourrait avoir un impact sur la qualité de vie, et surtout si cette mesure permettait de décaler les horaires pour éviter la congestion. Et donc, vous voyez, c'est par ce type de questions simples qu'on arrive
une fois qu'on a coté toutes ces cartes, à des synthèses en disant, voilà, par exemple, pour les mesures relatives à l'organisation du travail, ben, ajuster les horaires, ça peut être jouable pour les gens qui sont dans la situation 1, les gens qui sont dans la situation 2, pour les gens dans la situation 3 qui sont plutôt des travailleurs en mobilité, la question des horaires ne se pose pas. Et puis, il y a d'autres cartes comme le télétravail, bien entendu, et là on voit bien que pour la situation 2, c'est peut-être, pour la situation 3, ça a été côté jouable, et puis on a d'autres scénarios comme dématérialiser une partie des activités du bureau pour le faire ailleurs, et là on voit bien que c'est jouable pour la situation 2. On peut aussi réaliser, pourquoi pas, une partie d'activité sur un site plus proche du domicile. Bref, on a un inventaire, si vous voulez, de pistes possibles pour essayer d'affiner ou d'atténuer les contraintes de domicile-travail. Et concernant les mesures relatives au mode de déplacement, on a inventorié plusieurs cartes qui ne sont pas exclusives. Et par exemple, là, on a testé le vélo assistance électrique en disant, pour les situations 1 et 2, c'est peut-être, pour la situation 3, c'est jouable, pour le remplacement des véhicules personnels, c'est jouable pour tout le monde, et on arrive progressivement si vous voulez, à serrer ce que pourrait être une politique pendulaire. Et puis, comme ces pistes, il faut bien les évaluer ou les pré-évaluer, la plateforme nous conduit ensuite dans un autre exercice, et cet exercice va nous permettre de reprendre, vous voyez, chacune des cartes, et puis chacune des cartes, on va tenter de les renseigner en disant, ok, c'est bon, alors comment je pourrais la mettre en œuvre, quels seraient ses apports, là aussi on prend quelques critères, quelle est la faisabilité de la solution, et progressivement, on va arriver dans le plan de mobilité, et là je suis passé de l'autre côté de la plateforme, sur le plan de mobilité, on va parvenir à reprendre, si vous voulez, tous les paramètres de cette politique de mobilité de l'entreprise, en reprenant ses priorités, en reprenant ses actions, et en proposant une capitalisation de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire construire un plan d'action, en partant justement de l'activité crédit au particulier. Et pour chaque piste qui aura été testée, vous allez retrouver l'état des lieux, par exemple sur ajuster les horaires. Cet axe est déjà pratiqué avec une efficacité faible, avec des possibilités significatives de progression fondées sur les résultats de la préévaluation qui suit. On reprend les paramètres tels qu'ils ont été précisés, et puis la machine dit que, en fonction de ces paramètres, le résultat, c'est, n'étant pas concerné par la congestion, le décalage horaire qui serait de 30 minutes concernerait 50% de l'effectif. Cette piste serait avantageuse, elle aurait des conséquences positives sur la qualité de vie et sur le gain de temps de déplacement quotidien. Autrement dit, à partir des paramètres tels qu'ils ont été renseignés et qui peuvent être changés, on a une première orientation en disant, effectivement, cette piste, on pourrait la jouer. Et là, pour chacune des pistes, vous avez le raisonnement qui a été reconstitué. Ça veut dire que quand je suis, par exemple, sur la carte ici, je peux me mettre sur en quoi elle est renseignée par du texte, de manière à dire, effectivement, c'est pas mal. Et au bout du bout, quand on prend les pistes qui ont été testées pour les gens dans la situation 1, on peut jouer sur l'organisation du travail, et puis en matière de solutions de transport, on peut jouer sur remplacement du véhicule personnel, l'éco-conduite, la sécurité routière, le covoiturage, manifestement, les conditions ne sont pas réunies, et le vélo et les véhicules d'entreprise partagés n'apparaît pas aujourd'hui comme étant facile à faire. Et donc vous allez reprendre pour chacune des situations autant de cartes que vous avez étudiées, et puis à la fin, on va avoir une vision panoramique avec une évaluation de chacune des pistes retenues en termes d'apport et de faisabilité. Et à la fin, vous aurez un plan consolidé des actions
tels qu'on pourrait les envisager au niveau de cette entreprise. Donc voilà, alors vous allez me dire, est-ce que tout ça prend beaucoup de temps? Ben si on essaye de quantifier le temps pour arriver au chapitre 1, si on prend ce temps qui nous permet d'arriver au chapitre 1, par exemple, on peut penser que si la collecte des informations est bien organisée, ça a été le cas notamment chez Soprasteria, tel que ça a été présenté la semaine dernière, on peut penser qu'en collectant une information de manière assez simple, on a peut-être une journée de travail ou 2 journées de travail maximum pour parvenir à cet état des lieux. Et puis, lorsqu'on est dans la recherche de solutions, par exemple, sur la partie pendulaire, on peut penser qu'en 2 jours de travail maximum, on arrive à circonscrire un plan d'action qui pourrait être ensuite soumis à la mise en œuvre à partir dans des conditions de temps et de faisabilité qui ont été précisées. Donc voilà. Donc le rôle de la plateforme, c'est, puisque le changement ne se décrète pas, ça devient un instrument de travail collaboratif interne qui est monitoré, piloté par un conseiller d'entreprise, mais c'est vraiment un travail interne. Ça permet d'observer, d'analyser, de comprendre, de capitaliser, de partager, de communiquer, de décider, de suivre, d'évaluer. Comme vous l'avez vu, c'est une grosse capacité d'analyse multifactorielle, puisque on a recensé dans cette base à peu près 1600 questions. Donc, c'est des questions qui sont extrêmement précises, mais qui n'ont pas forcément besoin de réponses précises comme on l'attendrait dans un diagnostic, puisqu'il s'agit de conduire un raisonnement et de fabriquer du sens. Mais c'est cette analyse multifactorielle qui devient le pivot de l'analyse et surtout de la dynamique de changement. Et puis, cette plateforme, puisqu'elle produit des raisonnements, elle facilite la conduite d'apprentissage, et puis ça devient un instrument de capitalisation au niveau de l'entreprise. Alors pourquoi faire tout ça? Parce qu'en fait, on le constate tous, hein, quand on fait des plans de mobilité, on passe généralement beaucoup de temps pour faire les diagnostics, et puis quand il s'agit de mettre en œuvre, on est un peu essoufflé. Donc cette plateforme, en fait, elle fait le pari que la partie diagnostic ou mise à plat, elle doit se faire le plus rapidement possible, justement pour permettre à l'entreprise de situer ce qu'on va appeler des forces qui empêchent le changement et des forces qui peuvent justement augmenter ce changement. Et si on traduit tout ça dans cette diapo, ça c'est la diapo qui permet de synthétiser le plan de mobilité de Ouest Crédit Expansion. On voit bien qu'il y a un équilibre au niveau de cette entreprise qui est stationnaire, quasi stationnaire, puisque quand on pose la question aux dirigeants, mais vous voulez faire quoi en matière de mobilité, ils vous disent ça fonctionne, donc on est bien dans cette notion de stationnaire. Et quand on commence à traduire les déplacements générés par l'activité tels qu'ils ressortent, on arrive certes à 460 000 km, mais rapidement on arrive à dire que c'est peut-être 1800 journées de travail, c'est peut-être 10 équivalents temps plein, et c'est peut-être l'équivalent de 7 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc là, on vient de traduire en fait que cet équilibre quasi stationnaire, il a un impact financier direct, et peut-être que cet impact financier direct permet à l'entreprise de se dire, effectivement, c'est peut-être un sujet qu'il convient d'aborder. Et puis, le point 2, à partir de 23 indicateurs, on a essayé de voir quels étaient les facteurs internes et externes qui avaient ou qui rendaient vulnérable l'entreprise au niveau de ses mobilités. Et donc là, ce serait trop long pour rentrer dans le détail, mais vous pourrez le voir dans le PDF. On s'aperçoit que cette entreprise a des facteurs internes, c'est-à-dire des modes d'organisation qui la rendent très sensible à la mobilité, puisque 400 personnes qui travaillent sur 10 sites différents, ça génère beaucoup de déplacements. Et puis qu'on a des facteurs externes également qui peuvent rendre l'entreprise vulnérable, parce que s'agissant de cette entreprise qui est en milieu rural, certes, la question de la congestion ne se pose pas,
mais la condition des transports, de l'accessibilité aux transports, peut pénaliser à un moment donné l'entreprise. Puis troisième point, en prenant une trentaine d'indicateurs, ben, on a considéré qu'en matière d'organisation des déplacements, de gestion des déplacements, de gestion des ressources de mobilité, ben, l'entreprise était dans un mode un petit peu à minima, en fait. Elle fait tant bien que mal, mais elle pourrait beaucoup mieux faire. Alors que sur la partie numérique, qui est au cœur de la mobilité, là, elle est excellente. Et cet état quasi stationnaire, ben, ça veut dire ça veut dire qu'en gros, ça coûte cher, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, si on commence à vouloir rentrer un petit peu dans le vif du sujet, il est probable que des marges de manœuvre sont possibles. Alors, les marges de manœuvre, là, c'est un petit schéma qui peut paraître un peu compliqué, mais on fait essayer de comprendre cet état stationnaire et puis de repérer justement les leviers, pas un levier, mais des leviers qui permettraient d'atténuer ce qui est aujourd'hui une contrainte. Et on va essayer de renforcer ce qui peut être aujourd'hui un avantage à la mobilité. Et la notion de carte à jouer, telle que je le mentionnais tout à l'heure, ben, ça permet justement de pointer les difficultés, de pointer les possibilités d'évolution, pour qu'au niveau du groupe, on arrive à se dire, ben, partant des contraintes des uns et des autres, peut-être qu'on va pouvoir précisément améliorer les choses pour produire réellement du changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les professionnels de la mobilité et des organisations? Ben, le dispositif il permet d'accompagner les dirigeants pour comprendre son système de mobilité, mettre à jour que son équilibre quasi-stationnaire n'est pas sans poser de problème interne comme externe, créer probablement un élan collectif pour fixer quelques priorités, mettre en place une pédagogie d'action à travers cette plateforme, communiquer sur les changements obtenus, valoriser les contributions individuelles vis-à-vis des autres, bref, de créer cette dynamique de transformation en faisant en sorte que l'état des lieux permette d'engager rapidement dans l'action. Vous voyez, on n'est pas adepte de diagnostics très approfondis, puisque le diagnostic permet de comprendre sur le fond, mais le diagnostic n'engage pas forcément les gens à faire. Et donc le but là, c'est vraiment de les engager à faire, de faire des petits pas pour montrer que le changement, c'est tout à fait possible. Alors cette plateforme, elle permet également de recourir à des leviers d'évolution en termes de changement à la fois financier et extra-financier, puisque on arrive à éviter des déplacements, on arrive à augmenter les mobilités par le numérique, mais on peut également faire beaucoup d'innovations, on peut faire gagner beaucoup de temps aux gens, on peut mobiliser des logiques de type économie circulaire, on peut réduire l'empreinte environnementale. Bref, on est sur tout un jeu de facteurs qui permet à l'entreprise, en fait, non pas de faire son marché, mais de trouver le meilleur cocktail qui lui convient. La plateforme collaborative, pour les professionnels, c'est quoi? C'est un support de sensibilisation, c'est un support pour fixer des priorités avec l'entreprise. Alors, la sensibilisation, c'est une séance de travail, c'est 2 heures, c'est donner des exemples, montrer que ça fonctionne. Et en 2 heures, ce qu'on veut obtenir, c'est l'accord pour commencer à renseigner au moins le chapitre 1 de la plateforme, en sachant que ce chapitre 1, pour le renseigner, il est assez simple, à condition d'être en contact avec une ou deux personnes dans l'entreprise et de l'accompagner, y compris à distance, pour pouvoir le faire. Support interactif pour fixer des priorités. À partir du moment où on a compris l'état des lieux et les enjeux, c'est peut-être là aussi 2 ou 3 séances de travail, d'1 heure, de 2 heures maximum, pour tenter de fixer des ordres de priorité. Est-ce qu'il faut aller directement, par exemple, au cœur de l'activité crédit au particulier et analyser toute sa chaîne de valeur pour tenter d'éviter des déplacements, d'augmenter la productivité, augmenter la performance, voire introduire de l'innovation. Mais ça peut être aussi tout simplement de dire non, on va se contenter dans un service donné de faire un premier test
pour savoir s'il y a un niveau d'acceptabilité ou d'appropriation fort des salariés pour justement tenter d'apporter des réponses. Et une fois qu'on a cette commande, entre guillemets, qu'on a fabriqué cette commande avec le dirigeant, ben, le point 3, c'est d'utiliser cette ingénierie, cette plateforme, pour élaborer des réponses, en étudier la faisabilité. Là, je vous ai fait une petite démonstration sur le pendulaire. Et puis, in fine, au bout de quelques mois, cette plateforme permet de manager réellement des ressources de mobilité, de fabriquer des actions, de les conduire, de les mettre en œuvre. Et donc, la plateforme devient un support pour évaluer et pour réguler les actions qui ont été décidées. Alors vous allez me dire, mais est-ce que tout ça, ça nécessite des compétences comment pointues? La réponse est non, puisque la plateforme, elle est faite justement pour poser un cadre, pour le partager, et le rôle du professionnel, ben, c'est de jouer ce rôle de tuteur, en fait, c'est d'aider les gens à donner sens à une démarche, d'alimenter cette démarche par rapport à des faits, de les aider à fabriquer des réponses, de mesurer ces réponses en termes de faisabilité, d'efficacité, pour prendre des décisions. Et en gros, dans ce rôle de tutorat, on a pointé à peu près 4 ou 5 compétences clés pour pouvoir justement être à l'aise dans cette ingénierie d'intervention. La première clé, vous l'avez compris, hein, c'est comment on enrôle les gens, les personnes à faire. Donc, les arguments ne seront pas les mêmes pour un dirigeant, pour un responsable des RSE ou de développement durable, ou des salariés qui ne sont pas forcément concernés par un plan de mobilité. Donc, c'est comment on enrôle les personnes. Et on les enrôle non pas en tentant de les convaincre, mais en leur faisant faire des petits pas. Et le premier petit pas, c'est d'observer, de comprendre et de retenir un minimum d'informations pour savoir de quoi on parle. Et la plateforme, de ce point de vue, elle est très efficace. Le deuxième compétence, c'est de dire, mais par rapport à ce foisonnement d'indicateurs, quels sont les indicateurs ou les informations que je prélève pour faciliter l'analyse. Hein, il ne s'agit pas de prendre des indicateurs pour des indicateurs, il s'agit de retenir des indicateurs, d'en prélever certains pour conduire un raisonnement qui permet à quelqu'un, à un groupe, une personne, de faire l'analyse de manière à ce que ce soit l'analyse qui conduise à un constat, et ce constat qui permette de dire peut-être qu'on pourrait faire ceci ou cela. Donc ça, c'est important d'aider les gens à produire un raisonnement, parce que s'ils n'ont pas la maîtrise du raisonnement, ils n'auront pas le contrôle du changement. Et là aussi, la pédagogie de la plateforme va permettre aux tuteurs de mobiliser des ressources, des raisonnements qui vont grandement faciliter le travail individuel ou collectif. La troisième compétence, ben, c'est d'induire justement des régulations, c'est-à-dire des changements. Et quand on prenait par exemple tout à l'heure la carte vélo, ben, si la carte vélo assistance électrique pour cette entreprise est jouable, parce que les conditions de dangerosité de la circulation se sont avérées normales, si qui plus est, dans l'environnement immédiat de l'entreprise, vous avez des pistes cyclables, ben, il va falloir accompagner les gens, les personnes, à monter sur le vélo par des petits groupes, donc d'introduire tout un système de sécurisation pour que les gens vivent une expérience non pas contrainte, mais au contraire positive, parce que si on n'est pas dans du positif, on aura peut-être un changement dans le moment, mais on ne l'inscrira pas durablement. Et le côté induire la réorganisation, ben, c'est justement d'accompagner les gens à faire. Et là, vous avez quelques compétences clés à réunir et qui ont été bien décrites dans le cadre du programme BMA. Autre compétence, c'est la compétence qu'on va appeler de capitalisation, soit au sein de l'entreprise, soit au sein d'un ensemble d'entreprises. Et capitaliser les acquis est une donnée clé, parce que sans cette capitalisation, les gens ne peuvent pas mesurer de là où ils sont partis, là où ils en sont, là où ils veulent aller.
Et si vous n'avez pas cette notion de capitalisation dans une base qui va s'enrichir, qui va devenir de plus en plus intelligente, si vous n'avez pas cette notion de capitalisation à la fois dans les connaissances, dans les données, dans les pratiques, ben, vous n'avez plus la mémoire, et c'est cette mémoire qui, aujourd'hui, peut-être n'est pas suffisamment forte, explicite en matière de mobilité pour donner cet élan à vouloir faire. Et puis, ben, la dernière compétence, c'est une compétence dans l'usage de la plateforme. Alors rassurez-vous, en 1 heure, 2 heures, vous allez forcément vous y retrouver et avec quelques repères clés, ça devrait tout à fait bien se passer. Alors, puisqu'on est dans une logique où la loi sur l'orientation des mobilités est votée, que les plans de mobilité ont fait l'objet de nombreux débats, hein, y compris dans le cadre des assises de la mobilité. Ben, profitons peut-être de cette loi, non pas pour regarder le côté réglementaire, parce qu'on voit bien que la mobilité n'est pas qu'une question de réglementation. Hein, vous savez tous que depuis plus de 18 mois, une vingtaine, 20 000 entreprises auraient dû faire des plans de mobilité. Alors là, il y a des chiffres qui ont été donnés par l'ADEME récemment, hein. Il y a très peu de plans de mobilité qui sont réellement effectifs. Et puis quand on regarde un plan de mobilité, c'est peut-être bien souvent un document que l'on a sur un bureau, mais qui n'engendre pas le changement. Et donc peut-être que à travers cette LOM, peut-être qu'il faut qu'on se ressaisisse de l'enjeu de ces plans de mobilité, moins comme étant un document, mais comme étant un instrument du changement. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte en tension forte au niveau économique, en tension forte en termes de mutation des organisations. Tout ça est croisé par l'urgence environnementale. Et je pense qu'on aurait tout intérêt collectivement à faire beaucoup plus et mieux en recourant à ce type de plateforme ou d'autres, hein, mais qui nous permettraient d'aller plus vite dans l'engagement pour produire véritablement des résultats. Et puis, pour non pas conclure, hein, mais pour ouvrir le débat, ben, j'ai mis à vous de choisir, ou à nous de choisir, entre un modèle qu'on va considérer comme rationnel, et on tombe souvent dans ce modèle rationnel en disant, mais puisque les gens sont rationnels, ils vont décider le changement par rapport à des arguments rationnels. Et en fait, en matière de mobilité, on s'est rendu compte que c'est rarement le cas et que les gens doivent être vraiment auteurs de leur changement et que pour être auteurs de leur changement, c'était pas leur mâcher le travail, mais c'était leur proposer un cadre qui permettait de situer là où ils en étaient, de manière à ce qu'ils fixent eux-mêmes comment les challenges en partant de leurs contraintes, parce que c'est leurs contraintes aujourd'hui, hein, rappelez-vous, l'équilibre ou le quasi-équilibre stationnaire, en fait, c'est des jeux de contraintes qui font aujourd'hui qu'on accepte les choses, mais que, avec un peu d'urgence environnementale ou sociétale, ben, cet équilibre un peu délicat risque de basculer rapidement. Et si on n'est pas prêt à anticiper les changements, ben, l'organisation peut rapidement se sentir en difficulté. Donc voilà, j'espère que la démonstration de la plateforme aura été plus interactive entre guillemets que la fois dernière, parce que la fois dernière, j'avais mis des photos d'écran. Là, je vous ai permis de rentrer dedans. Vous avez une plateforme avec des questions. Ces questions permettent d'animer des débats en interne, avec un conseiller, sans conseiller. Plus les gens sont autonomes, et mieux c'est. Et plus le rôle de l'expert va être un rôle d'expert de tuteur du changement. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste du télétravail ou du vélo assistance électrique pour pouvoir conduire la démarche. Cette plateforme, elle débouche sur une base de connaissances qui capitalise toute la réflexion d'entreprise en matière de mobilité. Cette base de connaissances va s'enrichir au fur et à mesure que le travail se fera. Et il s'agit bien d'un instrument pour manager les ressources de mobilité. Et tout ça, ça débouche sur un plan de mobilité, un plan d'action, dont vous avez une extraction dans le PDF. Alors c'est un premier prototype, hein, il est à améliorer, mais retenons de ce document que son chapitre 1 permet de dire
voilà où l'entreprise en est réellement, en essayant de mettre en avant des critères financiers, extra-financiers, pour inciter les gens à dire, OK, il faut vraiment qu'on y aille. Et puis quand on y va, là j'ai pris l'exemple du pendulaire, mais on peut y aller également sur, par exemple, la chaîne de valeur du crédit au particulier. Il y a à peu près une cinquantaine d'actions qui ont été pointées comme étant nécessaires pour éviter des déplacements, mais surtout pour améliorer la relation avec les clients par le numérique notamment, sans oublier les problématiques de montée en compétence des personnes pour pouvoir opérer ce type de changement. Voilà comment donc notre instrumentation qui est née de l'expérience, qui a été fabriquée en expérience, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce que vous voyez sur cette plateforme, en fait, on l'a fait avec une vingtaine, une trentaine d'entreprises dans des endroits extrêmement différents, avec des métiers extrêmement différents. Elle est un peu, aujourd'hui, elle est générique, et on pourrait penser que ce côté générique puisse être dédié, par exemple, à un secteur d'activité, de manière à aller un peu plus loin. Voilà. Je pense que Christelle va reprendre la main pour que l'on puisse répondre à quelques questions. Oui, ben merci beaucoup Jean-Luc pour cette présentation. Alors, je vais essayer de noter vos questions. Alors, Jean-Luc, est-ce que tu peux essayer de couper le micro juste le temps que je lise les questions, s'il te plaît? Merci. Et si jamais ça se déconnecte, j'ai envoyé les questions à Suzy et à toi parce qu'on a eu énormément de soucis de connexion. Alors, j'essaie de classer vos questions par grande famille. Je vais essayer de reprendre tout ce qui concerne le questionnaire, où il y a eu plusieurs questions au sujet du questionnaire. Alors, est-ce que développer une compétence pour manager, ça concerne l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ou les membres du COPIL? En fait, qui est formé? Je vais peut-être toutes les lister, Jean-Luc, pour que tu puisses y répondre. Ensuite, est-ce qu'un questionnaire est modifiable ou est-ce que le but est d'avoir un questionnaire unique sur la plateforme d'intermédiation? Et enfin, dernière question concernant le questionnaire, est-ce qu'une liste de familles d'actions et d'actions est déjà incrémentée sur la plateforme ou est-ce que les actions à prioriser sont déduites des éléments renseignés dans le questionnaire du diagnostic? Je te laisse peut-être répondre déjà à cette famille de questions et je continuerai par la suite. Alors sur la première question, ce qui fonctionne bien au niveau de l'entreprise, c'est d'avoir effectivement quelqu'un qui est en fait l'organisateur de l'opération. Par exemple, Guillaume Raffier chez Sopra, il était associé à une autre personne, comment des ressources humaines, et c'est ces deux personnes en fait qui ont, pour la première partie, mobilisé une dizaine de personnes de manière à venir implémenter la base sur la partie je décris mon activité. Et généralement, cette partie descriptive, elle est assez rapide. Hein. Les questions sont précises, mais les réponses sont des réponses avec des échelles, parce que le but, c'est d'arriver rapidement à un état des lieux et non pas un diagnostic, encore une fois, qui ne sert pas à grand-chose dans une dynamique de changement. Donc, dans l'entreprise, il faut qu'on ait un référent, et en fait, c'est avec ce référent que l'on va fabriquer une modalité de collaboration. On va le former à la plateforme et c'est très rapide. Et puis, en fait, les jeux d'échange qu'on aura avec lui, c'est justement sur des questions un peu de méthodologie. Donc, une personne, deux personnes, mais surtout, c'est une équipe qui va utiliser les résultats pour fabriquer du sens. Et le deuxième rôle de ces référents, c'est d'être en capacité d'animer des débats, d'animer de la concertation, d'animer de la co-construction. Et cette animation, ils vont s'appuyer sur la plateforme, puisque une fois qu'on a fait le diagnostic, en fait, on a des cheminements qui permettent justement de dire, mais par exemple, comme je le mettais tout à l'heure dans le pendulaire c'est domicile-travail. Dans la plateforme, en fait, on va partir du travail pour regarder le domicile. Et là, les personnes vont avoir des guides extrêmement précis pour questionner et puis dépasser le questionnement. Hein. La deuxième question, c'était est-ce que les questions sont figées? Surtout pas. En fait, on a une notion de personnalisation qui va être relativement importante. Donc, il y a une base de questions
en sachant que cette base de questions, elle va être amenée à évoluer au fur et à mesure que les entreprises ou nous allons nous emparer de ce travail. Les questions aujourd'hui qui permettent de traiter d'une politique pendulaire ont été posées à partir d'observations et d'interventions d'entreprise. Si une ou deux personnes ou trois personnes nous disent à un moment donné, là il en manque une, celle-là elle n'est pas bien posée, on est capable dans la minute, et ça Christelle le sait bien, en direct de la changer. C'est toute l'ergonomie du système qui a été développée, c'est de rendre possible une modification pour justement que ce soit fait en temps réel. Et puis concernant les actions, alors sur le pendulaire, en fait, on a préfiguré des cartes, une quinzaine, une vingtaine, pour faciliter le travail, en fait, pour sortir aussi des solutions un petit peu toutes faites. Donc en fait, ce sont des cartes qui sont non pas imaginées, hein, qui sont fabriquées pour introduire une diversité de réponses. Et quand vous allez par exemple sur le module chaîne de valeur d'une activité, vous avez d'autres cartes à jouer qui sont également modélisées pour faciliter le travail de co-construction. Et ces cartes ou ces champs possibles, on est en train de travailler pour pouvoir les capitaliser de manière à ce qu'au fur et à mesure, un intervenant dans une activité donnée puisse se référer à une bibliothèque de situations possibles ou de champs possibles, de manière à faciliter le travail d'émergence. Merci Jean-Luc. On va passer, j'ai une autre famille de questions qui concerne le diagnostic. Alors j'ai deux questions exactement sur dans la partie diagnostic, il est demandé des kilomètres parcourus, mais le mode de transport, train, voiture, avion, etc., associé ne semble pas l'être. Est-ce le cas? Et deuxième question, la partie diagnostic semble compliquée à estimer pour la personne qui répond. Il faut bien connaître son personnel. On ne prend pas en compte les contraintes des salariés en amont du déplacement domicile-travail. Comment cela passe-t-il pour une entreprise de production? Alors, je suis allé vite, hein, mais bien entendu, dans ce qu'on a appelé le module E, comment l'activité de mobilité est posée ou réalisée dans l'entreprise, les modes de transport, bien entendu, sont traités hein, dans le détail, puisque en fait, on essaie de comprendre comment les gens se déplacent, et puis on s'aperçoit globalement qu'ils se déplacent souvent en voiture, on essaie y compris de regarder le parc, la vétusté du parc de voitures des salariés. Alors, est-ce que c'est un inconvénient si on n'est pas trop précis? Moi, je pense que l'observation fait, et c'est un peu l'expérience qui me fait dire, même si des gens n'ont pas fait d'enquête précise, globalement, leur sentiment, leur approche, leur vision est à peu près celle qui correspond à la réalité ou qui est partagée. Donc à partir du moment où on prend, on a cette vigilance, c'est-à-dire quand on répond, est-ce que cette réponse, on peut comment la partager, voire la vérifier à minima pour savoir si elle est plausible. Si on prend cette précaution, ça ne pose aucun problème. Ensuite, quand une personne renseigne, par exemple, les kilomètres parcourus d'un service et qu'il ne sait pas vraiment quels sont ces kilomètres parcourus, ben, le but, c'est justement que cette personne puisse aller voir le service concerné pour commencer à implémenter une réflexion. Et quand je ne sais pas, c'est pas la peine que je réponde. Par contre, quand je ne sais pas, alors je vais me donner les moyens par des jeux de questions, de visites, d'échanges formels, informels. Je vais aller dans l'entreprise ou aller voir les personnes pour en savoir un peu plus. Et le fait d'en savoir un peu plus, j'aurai une donnée probablement plus fiable, mais surtout, je vais commencer à montrer à ces personnes en quoi consiste à faire un état des lieux. Et plus je vais impliquer des gens à renseigner, et mieux c'est, puisque c'est là où je rentre dans la notion de partage. Et si en plus le partage me conduit
à donner accès à la plateforme à ces personnes pour qu'ils voient des résultats, pour qu'ils puissent eux-mêmes s'en emparer, produire des raisonnements, alors je suis dans une logique vertueuse. Donc on n'est pas dans du questionnaire, on est dans des questionnements, et donc des questions ne sont pas des questionnements. Et le rôle justement du référent, du tuteur, c'est de faciliter ces questionnements en disant mais c'est pas grave si on ne sait pas. Ce qui est grave, c'est qu'on ne se donne pas les moyens de renseigner. Et ce qui est encore plus grave, c'est de ne pas se poser la question. Alors là, je ne suis pas en train de mettre des bons points ou des mauvais points, mais un cadre, ça permet justement de réunir un ensemble de paramètres, de facteurs, et premièrement, on sait qu'on ne les oubliera pas. Et puis quand on ne sait pas les renseigner, on sait pourquoi on ne sait pas les renseigner, on se donne les moyens de le faire. Alors, Jean-Luc, je vais prendre la suite des questions, parce que Séverine a quelques soucis de connexion. Alors oui, il y a une question qui est la plateforme ou un support de communication sur la démarche PDM, autant pour enrôler les collaborateurs dans la démarche que lors des ateliers de concertation avant la rédaction du plan d'action. Je te laisse répondre. Ah, on t'entend pas, Jean-Luc. Mais excuse-moi, j'ai pas saisi la question. Attends, je te redis. Est-ce que la plateforme propose une aide ou un support de communication sur la démarche PDM pour pouvoir enrôler les collaborateurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un support sur lequel on peut s'appuyer pour motiver les collaborateurs dans la démarche? Oui. Alors oui, oui, parce que comment alors je vais reprendre un exemple très concret, l'exemple du vélo. Il s'avère que le petit groupe de travail sur le pendulaire à côté favorablement le vélo assistance électrique. Alors, ça pourrait être autre chose, hein, mais je vais prendre cet exemple-là. Et en fait, en faisant cette démarche, ils ont même pointé le fait que les itinéraires les plus propices au vélo assistance électrique et qui mettent les gens les moins en danger, parce qu'il ne faut pas oublier ce côté un peu de dangerosité, c'est plutôt des gens qui habitent dans telle ou telle direction, qui utilisent tel ou tel itinéraire. Et donc, l'enjeu, c'est de ne pas leur parler de plan de mobilité en général, mais c'est de repérer parmi les gens qui auraient une probabilité d'être sur cet itinéraire et partager justement cet itinéraire pardon, non dangereux, c'est de les contacter 3, 4, 4, 5, pas plus, pour envisager avec eux une expérimentation. Et en fait, la démarche VMA, c'est toujours j'ai identifié comment une opportunité. Cette opportunité, j'essaye de l'incarner avec des vrais gens. Et c'est avec les vrais gens qu'on va déterminer les modalités pratiques de mise en œuvre. Donc moi, je peux leur dire qu'avec le vélo assistance électrique, ça pourrait être bien, enfin, je pourrais toujours argumenter, mais vous savez que l'argumentation ne va pas avoir beaucoup de prise, surtout dans ces logiques de changement. Par contre, les identifier à partir de l'entrée vélo, c'est suffisant pour faire, pourquoi pas, quelques focus group avec eux, de manière à envisager avec eux une petite expérimentation qui leur coûte très peu de temps, en fait, hein, et très peu d'argent. Hein, c'est l'exemple de la caisse d'épargne la semaine dernière. Et puis, c'est avec ce groupe de volontaires, 3, 4, 5 personnes, que l'on va développer une expérience. Et c'est cette expérience qui coûte cher en temps, parce qu'en fait, il faut l'accompagner, qui va s'avérer très efficace, parce que les personnes qui seront convaincues par leur expérience devront les vrais ambassadeurs internes. Donc, vous voyez, il n'est pas nécessaire d'avoir une communication sur un plan de mobilité. Par contre, il est nécessaire d'identifier des pistes ou des opportunités potentielles pour tel ou tel groupe de personnes. C'est pour ça qu'on parle de se mettre à l'échelle d'un service ou d'équipe et non pas à l'échelle de l'entreprise, parce qu'on n'a pas cette connaissance fine à l'échelle de l'entreprise, surtout quand il y a 2000 personnes. Par contre, quand on est à l'échelle de groupe, quand on identifie des lieux d'habitat, des parcours communs, ben, c'est beaucoup plus facile de se mettre dans la situation quotidienne et de voir avec les personnes elles-mêmes
des opportunités ou des possibilités de tests. Et si les gens sont d'accord pour faire les tests, alors on a quasiment rempli notre mission, qui est d'engager le changement, mais sans forcément parler d'un plan de mobilité. Parce qu'on est dans l'action. Et je peux multiplier les exemples par 15, par 20, puisque pour un groupe, ce sera le vélo, pour un autre groupe, ce sera du covoiturage, pour un autre groupe, ce sera de faciliter du coworking, pour un autre groupe, ce sera d'éviter les bouchons en décalant les horaires de 2 heures et de se donner les moyens de dire, mais pendant les 2 heures, comment je continue à travailler. C'est, avec d'autres groupes, travailler sur les questions de la mobilité, le travail en mobilité. Et toutes ces cartes, vous voyez, elles vont être au plus près du quotidien des gens, l'enjeu étant d'abaisser leurs contraintes, en fait. Si on n'abaisse pas leurs contraintes, donc les fameuses forces, les tests stationnaires dont je parlais tout à l'heure, si je ne baisse pas les contraintes, si je ne facilite pas ou si je ne parviens pas à baisser les contraintes, le changement ne peut pas se produire, ou seulement de manière épisodique, pour faire plaisir, mais pour faire plaisir, on revient à la situation initiale quelques jours ou quelques heures après. Donc c'est une machine à produire du changement, c'est pas une machine à créer un plan de mobilité institutionnel, c'est un plan de mobilité qui est un plan d'action qu'on prédéfinit de manière extrêmement documentée et qui sert ensuite à définir ou à décliner des actions au plus près des gens en fonction de, non pas ce qu'ils attendent, mais des contraintes qui pourraient être levées ou atténuées par ce type d'action. Merci Jean-Luc. Alors j'ai des questions vraiment pragmatiques et pratico-pratiques, je pense importantes à répondre. Déjà cet outil, on nous demande par qui il est utilisable. Est-ce qu'il est utilisable par les bureaux d'études, par exemple par une CCI territoriale, est-ce qu'elle peut l'utiliser? Est-ce qu'une entreprise peut l'utiliser? Comment on y accède à l'outil? Et est-ce qu'il y aura une formation supplémentaire par rapport suite à ce webinaire ou pas? Alors ça, c'est effectivement, là on est dans le concret. On était déjà dans le concret, mais encore plus dans le concret, j'en ai bien conscience. Donc, cet outil, on aura mis 2 ans pour le stabiliser. Aujourd'hui, il est stabilisé. Donc on peut dire qu'il est en fait à l'échelle de prototype. Ce prototype, en fait, on veut le mettre en service dans 4 ou 5 directions, pas direction d'entreprise, mais on veut le mettre en situation dans 4 ou 5 lieux ou activités différentes. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des situations de métropole, ça peut être des situations d'entreprises qui sont spécialisées dans le domaine de l'organisation industrielle, par exemple. Donc on veut créer un réseau de bêta-testeurs dans les 6 à 12 mois qui viennent, de manière à ce qu'ils puissent s'adapter au plus près de la vie des entreprises et des territoires. Donc si parmi l'assistance, il y a des bureaux d'études, des entreprises qui souhaitent jouer avec nous ce rôle de bêta-testeur, on est très prenant. Enfin, on est preneur, pardon. Donc ça, c'est pour le côté un peu, dans les mois qui viennent, comment on va poursuivre notre travail d'implémentation au plus près du terrain, ce dispositif d'ingénierie. Pour maintenant les personnes qui souhaiteraient avoir une formation, une sensibilisation un peu plus opérationnelle de la plateforme, moi je suis là aussi tout à fait ouvert pour qu'on se retrouve pendant une demi-journée, une journée, pour rentrer dans le vif du sujet. Parce que là, j'ai bien conscience que c'est pas en 10 minutes qu'on arrive à comprendre tout, bien entendu. Mais s'il y a des volontaires, s'il y a des gens qui veulent s'approprier une demi-journée, une journée la plateforme, pour y compris la critiquer, l'enrichir, enfin oui, on est tout à fait ouvert. Moi, nous sommes également preneurs. Et puis, après, vous avez des entreprises qui pourraient avoir un intérêt tout de suite de réaliser un plan de mobilité, comme on le fait déjà avec plusieurs d'entre elles. Et si des entreprises sont intéressées, et si vous, conseiller en mobilité ou conseiller de la mobilité, vous souhaitez accompagner ces entreprises avec la plateforme, dans un deal à trouver, tout ça, c'est complètement ouvert.
Donc ma réponse est à 3 niveaux, hein. Le premier niveau, c'est nous sommes à la recherche aujourd'hui d'organisations pour bêta-tester la plateforme, le dispositif. Donc en fait, on est dans une logique là, de co-investissement. Si il y a des personnes qui souhaitent une formation, une sensibilisation un peu plus approfondie dans les jours ou les semaines qui viennent, il n'y a pas de souci. Avec l'ADEME, on saura faire. Le troisième niveau, si vous avez des entreprises qui pourraient être intéressées par une démarche qui les conduise ou qui la conduise à manager la mobilité avec les principes dont j'ai dicté, ben on peut également le faire et selon un mode à définir ensemble, mais mettons-nous tout de suite en mouvement. D'accord. Merci Jean-Luc. Alors je pense on va clore la présentation. Donc merci Jean-Luc et aussi merci à Christelle donc, qui malheureusement a été déconnectée mais qui a pris les questions. Alors juste quelques mots de conclusion très très rapides hein, pour vous laisser après partir comme vous le souhaitez. Sachez que à l'APCC en fait on a une page sur notre site qui est consacrée à la mobilité sur laquelle vous pourrez retrouver toutes les ressources qu'on a créées. Ou certains doivent déjà le savoir si vous avez assisté à la session précédente. Donc vous allez retrouver toutes les productions du GT, toutes les webconférences et tous les articles qui sont liés à la mobilité. Donc voilà, c'est un centre de ressources qui peut être intéressant. Également, si parmi vous il y a des bureaux d'études qui travaillent sur ces thématiques de la mobilité durable, pensez à peut-être nous contacter, qu'on voit ce qu'on puisse faire ensemble. Parce que en fait, en adhérant à la PCC, vous avez plusieurs avantages. Vous rejoignez un groupe de membres qui travaillent sur les mêmes thématiques que vous. Vous avez un groupe de travail qui est très actif et qui fait remonter la situation de terrain au niveau du gouvernement, au niveau des institutionnels. Et on fait aussi beaucoup d'événements tous ensemble. Alors oui, pouvez-vous vous envoyer ces docs? Oui, tout à fait. On va vous envoyer tous les documents. Ne vous inquiétez pas. On vous envoie tout ça par mail suite à la conférence. Vous allez recevoir la présentation, les documents PDF et toute autre ressource utile. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter en tout cas si ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait à la PCC et ce que ça peut vous apporter. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence et à bientôt pour d'autres conférences de la PCC qui sont très courantes. On en a une d'ailleurs non pas demain, pardon, jeudi, sur la gestion d'une flotte de véhicules électriques pour les déplacements professionnels. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur le site pour vous inscrire. Et on a également des rencontres régionales de la mobilité au travail qui vont arriver, une en octobre à Lyon et une en décembre à Toulouse. Donc ça, on vous redonnera des informations dans la newsletter de la PCC. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et à bientôt.